Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et en compagnie de nos 4 débatteurs que je vais vous présenter et saluer dans un instant, on va revenir jusqu'à midi et avec vous et vos commentaires sur les réseaux sociaux et au 0826 300 300, vous le savez, sur les sujets du jour. Alors, pas de Koh-Lanta ce soir sur TF1 puisque c'est le grand show d'Emmanuel Macron. On nous annonce quelques 2 heures d'émission. C'est le retour sur le devant de la scène politique du chef de l'État. Il sera interrogé par des personnalités, des youtubeurs, des, je ne sais plus très bien avec qui, des gens de la CGT. Enfin, il y a plusieurs personnalités qui ont été castées. Le maire de Béziers, Robert Ménard, voilà, tout un tas d'intervenants. Et que va nous dire le chef de l'État ce soir? Y aura-t-il une annonce de référendum? Oui, mais sur quelle question? Est-ce que ce sera un choix multiple? Vos commentaires et vos avis aussi. Comment interdire? On en parlait tout à l'heure dans l'émission Média. Comment interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans alors que débutent aujourd'hui ces fameux 10 jours sans écran, ces expérimentations, on va dire ces aventures qui sont proposées aux élèves dans les écoles, 10 jours sans écran, une expérimentation qui est lancée un peu partout en France. Et puis les SUV, est-ce que ce sont eux qui sont les grands responsables de la pollution dans les grands centres-villes, puisqu'après Paris, c'est la ville de Bordeaux qui, à partir d'aujourd'hui, a décidé de surfacturer le stationnement pour les SUV. Voilà quelques-uns des sujets avec vous 4 que je salue. Brice Sokol, bonjour Brice. Bonjour. Politologue, essayiste, co-auteur avec Frédéric Dabi de Parlons-nous tous la même langue aux éditions de l'Aube. Rémi Branco, bonjour Rémi. Bonjour. Vice-président du département du Lot et auteur de Loin des villes, loin du cœur. Là aussi, c'est aux éditions de l'Aube. Alexandra Spinner, bonjour Alexandra. Bonjour. Enseignante et déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Et Samuel Lafont, bonjour Samuel. Bonjour à tous. Porte-parole de Reconquête. Voilà le menu de cette matinée. D'abord, vos coups de cœur et vos coups de gueule. On va commencer avec vous, Brice. Un coup de cœur pour les villes. Un coup de cœur. On oppose souvent les villes et les campagnes. Absolument. Voilà, dans ce pays, je trouve qu'il y a parfois des complémentarités. Je voudrais en souligner quelques-unes. Quelques initiatives menées par des maires de droite, des maires de gauche. Voilà, c'est vraiment transversal. Le maire de Gennevilliers, ça m'a marqué, dans les Hauts-de-Seine, a décidé de racheter une ferme à quelques kilomètres de Paris. Donc la collectivité a décidé de faire ça pour pouvoir notamment nourrir, si je puis dire, leurs jeunes élèves dans les cantines. Et je trouve que le fait qu'une collectivité rachète à la SAFER une ferme qui était en difficulté pour pouvoir alimenter en partie ces cantines, je trouve ça assez intéressant. On a un deuxième exemple, je crois que c'est près de chez vous, à Toulouse, où la métropole de Toulouse a passé ce qu'on appelle un contrat de réciprocité, les gens ne savent peut-être pas ce que c'est, avec le pays de Gascogne et le Gers. Pareil, la métropole de Toulouse met ses équipes à la disposition du département pour réaliser des zones de covoiturage, ses équipes techniques, par exemple. Et en contrepartie, les agriculteurs, ils achètent aux agriculteurs de Gascogne et du Gers des produits bio pour les cantines de la métropole. Donc je trouve que ces initiatives sont intéressantes. On a aussi le maire de Limoges qui a une autre initiative. Lui, il parle de ville nourricière. C'est-à-dire qu'il fait des jardins paysagers qu'il met à la disposition des habitants. Les habitants cultivent ces jardins-là. Et autre exemple, cette eau, l'eau qui va permettre à cette agriculture de pouvoir prospérer en milieu urbain vient de l'aquarium municipal. Donc voilà, ce sont des petites initiatives que je voudrais souligner et voilà, il faut parfois arrêter d'opposer ville et campagne. Il y a parfois aussi des complémentarités intelligentes à trouver entre les deux zones. Rémi, oui, deux remarques. Deux remarques parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Sur le maire de Limoges, il est mis en examen pour harcèlement moral et sexuel. Donc je suis pas sûr qu'il faille le donner un exemple aujourd'hui, lui. Je parlais d'un autre sujet. Mais par rapport au sujet, effectivement, en fait, la question qui est centrale, c'est la question du foncier agricole et de l'accès au foncier. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, il est de plus en plus cher et inaccessible pour les agriculteurs. Donc déjà qu'on en manque, c'est un peu comme les médecins, quand ils souhaitent s'installer, souvent, c'est des terres inaccessibles pour eux parce que, vous savez, les logiques de la PAC ont poussé à l'agrandissement des exploitations. Et donc, vous avez maintenant des exploitations tellement grandes qu'elles sont impossibles à racheter pour des jeunes agriculteurs. Et la difficulté qu'on a, c'est que pourtant on a des agriculteurs qui sont motivés pour le faire. Nous, ce qu'on a fait dans le département du Lot, par exemple, on commence nous-mêmes
à racheter, donc auprès de la SAFER, des parcelles qui sont très bonnes, mais qui sont irrachetables, inaccessibles pour les agriculteurs, pour ensuite les louer à des agriculteurs notamment des collectifs de jeunes agriculteurs, qui ensuite peuvent développer leur activité. C'est pas obligé qu'il y ait un lien forcément avec les cantines de nos collèges. Ça peut, c'est encore mieux. Mais déjà, le fait de permettre à des agriculteurs de pouvoir travailler, de pouvoir s'installer à leur façon, en louant de façon raisonnable des terres et pouvoir y avoir leur activité, c'est déjà une très bonne chose. Donc, moi, je crois que dans l'agriculture comme dans d'autres domaines, il y a une affaire de démarchandisation de ces activités. C'est ce que prône d'ailleurs Boris Vallaud dans le congrès du PS. Je pense qu'il y a un moment, il faut sortir certains biens du marché. C'est le cas de l'eau, c'est le cas notamment d'une partie du foncier agricole et de d'autres activités humaines, les EHPAD, les crèches, y compris même les services funéraires qui sont parfois, hélas, hors de portée de beaucoup de gens. Donc c'est cette logique, ça ne veut pas dire nationaliser, mais ça veut dire que la puissance publique doit reprendre le pouvoir sur le cours des choses pour permettre notamment de nous nourrir demain. Alors juste, merci Brice pour ce focus finalement sur les initiatives qui fonctionnent. Il y a pas tout n'est pas perdu, j'avais envie de vous dire. Juste une toute dernière info que je partage avec vous. Donc Gérard Depardieu a été condamné. C'est la dernière information qui vient de nous parvenir. Il a été condamné, déclaré coupable d'agression sexuelle et condamné à 18 mois de prison avec sursis. C'est donc la décision qui vient de nous parvenir, une condamnation. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire? On commente rarement une décision de justice, mais sur le cas de Depardieu, bon voilà, ça fait partie. Il a l'occasion de faire appel sans doute. On va suivre ça dans un instant évidemment. Alors il nous reste une quarantaine de secondes. Je pense que puisqu'on parlait des territoires et on va passer au coup de gueule de Samuel dans un instant, puisque vous vous intéressez à la situation des ZFE. Toujours. C'est en discussion. Est-ce qu'elles vont être sauvées ces ZFE par le gouvernement? On sait qu'aujourd'hui la question est en suspens. On va s'arrêter un court instant. On va faire l'info, on va faire les courses et on va se retrouver juste après avec vous quatre, Rémi Branco, Brice Sokol, Alexandra Spiner et Samuel Lafont. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et on est ensemble jusqu'à midi avec nos quatre débatteurs. Brice Sokol, politologue, essayiste, co-auteur avec Frédéric Dabi de Parlons-nous la même langue aux éditions de l'Aube. Rémi Branco, vice-président du département du Lot, auteur de Loin des villes, loin du cœur aux éditions de l'Aube également. Alexandra Spiner, enseignante et déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête. On en était autour de table de vos coups de cœur et de vos coups de gueule. Petite précision que nous n'avons pas eue puisqu'elle vient de tomber concernant l'affaire Depardieu et sa condamnation à 18 mois de prison avec sursis. Ses avocats viennent d'annoncer, comme on s'y attendait, qu'ils vont faire appel de cette condamnation. Voilà dont acte. Samuel, vos coups de cœur, vos coups de gueule. On parlait de villes et des campagnes, des mobilités notamment. Vous vouliez parler des ZFE. Oui, parce que le sujet des ZFE est tout sauf fini. Ah non. Et tous les Français qui se mobilisent et qui sont opposés aux ZFE doivent continuer la mobilisation jusqu'au bout, jusqu'à la victoire finale. La victoire finale, quelle est-elle? C'est la suppression des ZFE partout en France. Et moi, j'ai un coup de gueule contre Agnès Pannier-Runacher, qui a raconté n'importe quoi avec un mépris insupportable envers les Français, en expliquant que de toute manière, les Français les plus modestes, les plus pauvres, n'étaient pas concernés, que c'était pas très important parce qu'ils n'avaient pas de voiture. Et là, elle continue sur France Info. Elle vient nous expliquer que le problème, ce sont les populistes. Je la cite, les populistes qui auraient dit n'importe quoi sur le sujet et qu'on a instrumentalisé le débat et qu'on n'aurait pas bien compris ce qui se passe et que finalement, quand on l'écoute, en plus elle ment à moitié parce que quand on l'écoute, on entend que les ZFE ne concerneraient finalement que Lyon et Paris depuis le début. Non, c'est pas depuis le début, c'était une quarantaine de métropoles. C'était fait évidemment sans aucune alternative. On en a déjà parlé sur le plateau de Sud Radio. Et alors, de deux choses l'une. Soit Agnès Pannier-Runacher sait qu'il n'y a pas d'alternative en termes de transport dans les zones où les Français auraient été interdits de voiture. Et elle s'en moque. Mépris, mais elle l'assume. D'accord ? Soit elle ne le sait pas et elle est tout à fait inconsciente. Dans tous les cas, dans un cas comme dans l'autre, elle figure à merveille la froideur, l'horreur glaciale technocratique. C'est infernal de l'écouter, cette femme. Et moi, j'appelle tous les Français qui continuent à se mobiliser aujourd'hui. Il y a une manifestation le 17 mai à Paris. On a fait une manifestation ce week-end avec Reconquête parce qu'on est mobilisé depuis le début, depuis 2022, avec une pétition, avec des mobilisations, avec des autocollants que vous pouvez prendre sur Internet. Il faut absolument qu'on fasse tomber les ZFE partout en France parce que ce sont tous les Français qui sont concernés, enfin, des millions de Français, et évidemment en premier lieu, les Français les plus modestes qui ne pourront pas aller dans les villes pour se faire soigner, les artisans qui ne peuvent pas travailler. C'est juste un délire technocratique.
On peut mettre fin à ce délire, il faut le faire tout de suite, là, d'ici, ce sera fin mai, tout se joue ce mois-ci. Est-ce que, alors je vais pas me faire l'avocat du gouvernement, mais est-ce que c'est pas plutôt un problème de mise en place d'une politique de protection quand même contre la pollution? Est-ce qu'on a oublié finalement le deuxième étage de la fusée, Alexandra? C'est comme toujours, moi je suis très opposée aux ZFE, c'est comme toujours les fausses bonnes idées en réalité, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas d'impact réel sur ce contre quoi on veut lutter, la pollution, le bruit, etc. Donc tout ça est grotesque, c'est une chasse aux pauvres déguisée. Donc moi je trouve que c'est tout à fait insupportable. Pour revenir sur la ministre, ce qui est dingue, c'est que maintenant on voudrait nous faire croire que la réalité des gens, du quotidien, c'est du populisme. Et je trouve que c'est vraiment, on est dans l'un des péchés originels du macronisme. C'est-à-dire le mépris absolu et la déconnexion totale des corps intermédiaires et des élus locaux. C'est hallucinant. Enfin, je veux dire, les macronistes sont, on a l'impression qu'ils n'habitent pas sur la même planète que nous. Et ça, je trouve que c'est insupportable. C'est insupportable que le seul argument qu'on ait pour s'opposer à ce que disent les gens, c'est de dire qu'ils sont populistes. Alors, c'est toujours, il y a des mots magiques comme ça, populiste, islamophobe. Je veux dire, il serait temps que dans ce pays, on puisse discuter sereinement des sujets auxquels les Français sont confrontés au quotidien, parce que sinon, tout ça, on est quand même pas très loin de la bascule. Vous parlez d'un aveu d'échec en fait, en termes de mise en place aussi de ce dispositif, parce que ce que disent les maires qui ont tenté de le mettre en place, c'est que ça ne fonctionne pas. D'abord, il y a un problème de vous principe. Compte que... Ensuite, on peut parler de la mise en œuvre, mais il y a un problème de principe. Vous parliez à l'instant, Alexandra, de déconnexion, mais c'est fondamental. Alors, on parlait tout à l'heure aussi de l'opposition entre ville et campagne, qui est parfois un petit peu artificielle. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les décideurs politiques au niveau national vivent dans la métropole, pour l'essentiel. Et il faut quand même un moment, à mon avis, quand on fait de la politique, beaucoup n'ont pas de voiture, effectivement. Et les décideurs nationaux vivent à Paris. Et quand on est à Paris, très concrètement, à Paris. Mais il faut bien avoir conscience qu'à mon avis, titre personnel, je pense que quand on fait de la politique, on doit avoir un minimum d'empathie, on doit penser à tous les citoyens français et se mettre à leur place et essayer de comprendre comment ils vivent. D'accord ? Comment est-ce qu'ils vivent ? Tout le monde n'a pas le même mode de vie. Et donc, on doit faire une politique par rapport à l'ensemble de ces Français. Et là, les décisions qui ont été prises, c'est une surtransposition de ce qui avait été demandé par Bruxelles, encore l'Union européenne, mais la France n'était pas obligée de faire ce qu'elle a fait. Et concrètement, c'est ignorer totalement que ces décisions auront des conséquences concrètes et immédiates sur la vie de millions de Français. C'est pour ça qu'il faut supprimer ces ZFE tout de suite. Brice et ensuite Rémi. Moi, c'est un constat que je partage. Deux raisons. La première, c'est qu'on a construit ce pays autour des métropoles. Moi, j'en ai assez que toutes les politiques publiques soient consacrées exclusivement à nos métropoles. Pas que. Regardez l'industrie française aujourd'hui. La majorité de l'industrie en France, elle est dans les villes de moins de 30 000 habitants. Elle est pas au cœur de Paris, elle n'est pas au cœur de Lyon. C'est pas vrai. Donc, penser les politiques publiques à travers uniquement le phénomène de la métropolisation, pour moi, c'est une erreur. Deuxièmement, et je rejoins ce que tu as dit, c'est que je ne sais pas si les Gilets jaunes et si la réforme des retraites ont servi de leçon à certains élus proches du macronisme. Le sujet, c'est comment on parle à cette majorité de Français silencieuse. Et c'est vrai que on a eu les 80 km/h, on a les ZFE, on a d'autres sujets. Je pense qu'il y a aussi une question de méthode. Je ne suis pas persuadé que ce gouvernement ait toujours pris les bonnes méthodes. Je reviens sur les ZFE. Il y a eu hier le Roquelaure de l'air. Ça ne nous a pas échappé. Donc, 2 métropoles où la ZFE sera obligatoire, Paris, Lyon. Le reste, pour les autres métropoles, ça restera facultatif jusqu'en 2026. Mais en même temps, on dit, mais les transports publics en sont où ? Les SERM en sont où ? Les SERM, les services express régionaux métropolitains, lancés l'année dernière, il y a 1 an et demi, 2 ans. Pour l'instant, ils sont à l'arrêt, personne ne peut les financer. Deuxièmement, le transport de particuliers. Vous savez que ce même gouvernement, cette même ministre qui prône les ZFE, a réduit les subventions à l'achat d'un véhicule électrique. On est passé de mais est-ce que c'est pas ça le 7 000 euros à 4 000 euros. C'est pas là que ça bloque. Mais bien sûr, ça bloque là aussi. On met un premier étage de fusée et on oublie le deuxième. C'est-à-dire on dit on va faire des ZFE, on n'aide pas les Français à changer de véhicule. Absolument. On met pas les infrastructures qui permettent de poser son véhicule, de rentrer dans les villes. C'est un sujet global. On s'arrête pas que à l'interdiction. Non, et il faut arrêter. Voilà, moi ce qui me gêne, c'est toujours la stigmatisation.
on va stigmatiser les gens qui ont des SUV, on va stigmatiser les gens qui ont... de la ségrégation sociale. Voilà, Comme certains parlent d'apartheid social, moi je n'ai pas utilisé ce mot-là, mais certains politiques ont parlé d'apartheid social. Je pense que cette majorité de Français, il faut aussi les écouter. Voilà. Tout le monde n'a pas un pouvoir d'achat suffisant pour s'acheter aujourd'hui une bagnole électrique. C'est pas vrai. Oui, c'est Alors, ça, la ruralité. c'est un peu ce que je voulais dire. Merci Brice de le rappeler. En fait, le cœur du problème, c'est qu'il n'y a pas d'alternative aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je comprends que des citadins veuillent avoir moins de pollution dans leur ville. C'est tout à fait légitime de vouloir diminuer la pollution. Seulement, quand ça se traduit par demander à d'autres en dehors des villes de payer plus cher pour accéder aux villes. Et accéder aux villes, c'est pas juste pour le bonheur d'accéder à des équipements culturels, même si c'est important. C'est parfois aller chez un médecin, un spécialiste, c'est parfois rendre visite à ses enfants, à ses parents. Enfin bref, on en a besoin d'aller en ville quand on est souvent à la campagne. Et en fait, c'est la façon la plus détestable de faire passer l'écologie. C'est-à-dire de dire, en fait, vous n'avez pas le choix. Et vous retrouvez sur les ZFE la même logique que sur certains sujets agricoles qui ont poussé les agriculteurs à les manifester. Je ne sais pas si vous vous souvenez de toute cette polémique sur les néonicotinoïdes, j'ai réussi à le dire, sur la betterave. En fait, on expliquait à des producteurs de betteraves, voilà, il faut arrêter demain l'utilisation des néonicotinoïdes. Mais quand il n'y a pas d'alternative, vous faites quoi? C'est la ruine. Donc soit vous dites, on vous accompagne pour changer vos pratiques et on a des solutions via l'INRAE, via de la recherche agronomique et on va vous accompagner pour changer. Soit vous dites, on n'a pas de solution et donc on vous indemnise et on vous accompagne pour changer de production. Mais vous ne pouvez pas dire, ah ben mince, c'est dangereux pour la santé, vous allez arrêter et vous allez mettre la clé sous la porte. De la même façon, vous ne pouvez pas dire à un habitant de la campagne, bah désolé, on n'a plus d'argent pour financer les voitures électriques, on n'a pas d'argent. Moi, j'écoutais la maire de Paris, alors je l'adore, elle est socialiste et c'est très bien, mais qui nous explique que évidemment qu'il faut faire les ZFE, mais qui imagine qu'on les fasse pas? Elle dit, mais il faut faire des métros, il faut faire des tramways. Mais attendez, moi, jamais vous allez avoir un métro entre Puy-l'Évêque et Toulouse. Et pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Alors moi, si on m'annonce un métro, donc ce que je veux dire, c'est que... Non, mais on a bien des TGV qui font Paris-Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz, on peut très bien dire, à telle échelle, on met en place les ZFE parce qu'on sait, à telle perspective, on met en place les ZFE parce qu'on sait qu'à ce moment-là, on aura des alternatives, que ce soit en voiture électrique. Une fois qu'on a les alternatives, moi, à ce moment-là, on peut réfléchir aux ZFE. J'ai rien contre ce principe. Alors, il faut qu'il y ait une alternative. Juste par rapport à ça, puis malheureusement, on va être pris par le temps, mais on va continuer parce qu'on va rester sur ces sujets-là. En ce moment, il y a une contre-bataille qui se met en place en ce mois de mai sur le chantier de la 69. Ces grandes infrastructures de déplacement, ces grands chantiers pour ou contre la LGV, Rémi Branco, la LGV entre Paris et Toulouse, alors, ce grand chantier structurant. La LGV, je suis pour. Parce que la LGV, c'est... Enfin, je veux dire, moi, je veux bien être écolo, être contre la LGV, mais je comprends pas trop des fois, les écolos sur ça. La LGV, c'est l'alternative à l'avion. Vous le savez, Toulouse-Paris, c'est peut-être la ligne d'avion court courrier la plus fréquentée d'Europe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de train en moins de 4 heures. Donc vous avez des avions et des avions et des avions qui sont pleins entre Toulouse et Paris. Si on n'a pas de LGV, c'est la prime au kérosène et aux avions entre Toulouse et Paris. Donc moi, en tant qu'écolo... Mais vous, par exemple, à Puy-l'Évêque, alors, en tant qu'écolo, qu'est-ce que ça va changer pour En tant vous? qu'écolo, je suis pour le fait de remplacer, de déplacer le transport de l'avion vers le train. Ensuite, si je suis habitant de Puy-l'Évêque, il se trouve que j'ai la chance d'être à moins d'1 heure de la gare TGV d'Agen. Pour moi, c'est un gain formidable pour pouvoir aller venir vous rendre visite à Paris. Mais vous avez raison de signifier qu'on ne peut pas faire la LGV au détriment des autres lignes. Et là, c'est là qu'il faut être extrêmement attentif. Quand on parlait des ZFE, on parlait d'agriculture, il faut toujours un équilibre. Si l'arrivée de la LGV se traduit par un manque d'investissement sur des lignes d'équilibre, dont la POLT entre Toulouse et Paris via le Lot, Limoges, etc., ou le Clermont-Paris, là, ce sera inacceptable et inaccepté par les habitants, par beaucoup de citoyens de France qui auront l'impression que d'un côté, il y a les trains des riches pour les métropoles, qui relient les métropoles entre eux, et d'un autre côté, il y a les trains des pauvres qui se désagrègent. Je rappelle, Cahors-Paris, on met 1 heure de plus pour faire ce trajet qu'en 1968, quand mes grands-parents le prenaient. Donc, à un moment, moi je suis à fond pour la LGV, mais à condition qu'on développe en parallèle ces lignes, à la fois du quotidien et d'équilibre dans les territoires. C'est ce qui est promis par l'État, mais honnêtement, on voit plus vite avancer les LGV que la revitalisation de nos lignes. Donc là, gros appel au gouvernement. Si on veut pas que ça se transforme derrière en manifestation, en gilets jaunes ou autre, en jacquerie dans nos territoires, il faut qu'il y ait cet équilibre. Allez, on va continuer dans un instant avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Et Rémi, vous aurez la parole après les propos. Vous vouliez réagir aux propos de Laurent Wauquiez, qui dit qu'il veut limiter le RSA à 2 ans. On va voir ce que vous en pensez et on se retrouve juste après ça sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et on est toujours en compagnie de Samuel Lafont, Alexandra Spinner, Rémi Branco et Brice Sokol. Alors, on parlait de ruralité, de déplacement, mais Rémi, vous vouliez revenir sur, dans votre coup de gueule sur les derniers propos de Laurent Wauquiez, qui, rappelons-le, est en campagne pour la présidence des Républicains, vote qui a lieu d'ailleurs ce week-end. Oui, je crois que malheureusement, ces déclarations ne sont pas étrangères à sa campagne pour les Républicains, où il semble en difficulté. Quand Laurent Wauquiez déclare qu'il veut limiter le RSA à 2 ans, en tout cas qu'il y en a marre du RSA à vie, moi ça me fatigue et franchement ça me met en colère. De 2 choses l'une, soit Laurent Wauquiez ne connaît pas la réalité des gens qui sont au RSA, et c'est très grave quand on veut être président de la République, soit il la connaît et c'est encore plus grave, ça veut dire que c'est juste du cynisme. Dans le feuilleton Laurent Wauquiez candidat, vous avez l'épisode les migrants à Saint-Pierre-et-Miquelon, et maintenant vous allez avoir les pauvres à Guantanamo ou à Alcatraz, puisque Trump veut le réouvrir, j'en sais rien. Non, c'est catastrophique. Moi je vais vous prendre l'exemple du Lot. Au département on gère effectivement les allocataires du RSA. Vous avez en gros un tiers de ces allocataires qui, en 2025 par exemple, vont sortir du RSA. Il y a un flux d'1 tiers de personnes allocataires du RSA qui rentrent, qui sortent, c'est la logique, on a un emploi, on n'y est plus, on est en fin de droit, etc. Vous avez un autre tiers qui bosse. Des travailleurs indépendants, vous avez des agriculteurs qui n'arrivent pas à joindre les 2 bouts, qui n'arrivent pas à avoir un niveau décent et qui ont besoin du RSA pour avoir un niveau de vie, en tout cas de revenus qui leur permet à peu près de survivre. Et vous avez un 3e tiers, en gros, qui sont des personnes franchement en marge de la société, qui sont souvent en situation de grande difficulté, de grande détresse, y compris en termes de santé mentale, en termes de santé, qui sont souvent aux marges aussi des autres dispositifs de santé, de handicap, et qui, franchement, sont aujourd'hui inemployables. Alors, il faut les accompagner. Les départements, les services sociaux font tout ce qu'ils peuvent pour les accompagner vers le travail, mais on sait qu'aujourd'hui, c'est des gens qui ne peuvent pas demain se mettre au travail. Donc la conséquence de ce que dit Laurent Wauquiez, c'est quoi? Pour le tiers qui change, qui va, qui vient, ça ne changera rien. Ça changera la vie de ceux qui bossent, d'agriculteurs. Moi, j'attends que Laurent Wauquiez aille annoncer aux agriculteurs de sa région qui vont plus toucher le RSA, qui vont rester dans une situation d'extrême précarité. Je suis pas sûr qu'il aille leur annoncer demain. Et deuxièmement, ça va toucher ceux qui sont déjà en grande souffrance et qu'on va mettre dans le dénuement le plus total. Et je trouve ça, franchement, dégueulasse. Et ce que dit précisément Laurent Wauquiez, Alexandra, pardonnez-moi, c'est que le RSA doit être une aide temporaire après un accident de la vie, pas un revenu d'existence. On rappelle quand même que le RSA aujourd'hui est soumis à une contrepartie de 15 heures d'activité, hein, pas d'emploi, mais d'activité. Et on rappelle que c'est 600 €. Enfin, qui veut vivre avec 600 € par mois? Je crois que déjà, ici, personne ici ne pourrait vivre avec 600 €. Oui. Il faut quand même le dire très clairement. Moi, je n'aime pas cette petite musique, mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Je déteste cette petite musique qui voudrait nous dire que, au fond, les pauvres sont des profiteurs, les pauvres sont des resquilleurs. C'est insupportable. Alors, le RSA, moi, évidemment, je défends le travail. Une aide sociale doit systématiquement avoir des contreparties, mais le RSA, c'est quand il ne reste plus rien. Voilà. Et moi je préfère évidemment l'idée qu'il faut accompagner vers l'emploi, qu'il faut demander des heures de travail, et je ne pense pas qu'on reste au RSA par plaisir. Ouais, voilà. Ouais. Et puis je crois surtout que cette campagne ne devrait pas être l'occasion de nourrir un peu cette opposition dont tu parlais tout à l'heure, parce que c'est la même histoire au fond, hein, qu'on décline dans tous les domaines. C'est opposer les gens davantage, et ça c'est pas possible, quoi. Il faut amener les gens qui sont au RSA vers autre chose, mais trop de division dans notre société, c'est pas possible. Pourtant ce discours, Brice Sokol, ce discours autour de soi-disant l'assistanat qui est trop présent, etc. dans ce pays, que notre modèle social ne peut plus se permettre d'avoir des gens qui profiteraient. Le RSA, c'est pas de l'assistanat. Le RSA, c'est quelque chose qui permet aux gens qui sont en difficulté, qui sont dans des moments de rupture de vie. Ça peut nous arriver à tous. Hein. Voilà, familial, des mamans qui se retrouvent seules. C'est une dernière main tendue. Oui, c'est une dernière main tendue. Évidemment que ça doit pas être à vie. Voilà, rien ne peut dans la société actuelle être à vie. Que ce soit les logements sociaux, que ce soit le RSA. Et je crois que les gens qui sont au RSA veulent pas rester au RSA à vie. Donc évidemment, promouvoir le travail, évidemment promouvoir les contreparties, mais 2 ans, enfin pourquoi 2 ans? C'est un loto, quoi. Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 18 mois? Pourquoi pas... Brice. Oui, moi je ne situerai pas le débat comme l'a fait évidemment Laurent Wauquiez sur cet aspect-là et de cette manière-là. Néanmoins, je tiens à rappeler quand même, on pourrait avoir une réflexion sur
le coût et les conséquences du RSA. Oui, bien sûr, Je m'explique. évidemment. La Cour des comptes a fait un rapport très intéressant sur le RSA. Je vous donne quelques chiffres, comme ça. Oui, factuel. Factuel. C'est 15 milliards d'euros par an. Aujourd'hui, c'est plus 70% de dépenses, alors que les recettes sont de 19,7%. C'est plus 8% de bénéficiaires chaque année, depuis 3-4 ans. Et c'est en moyenne, sur 7 ans, 40% des bénéficiaires sont toujours au RSA. Donc, il n'est pas illégitime de se poser des questions sur la nature et le rôle de cette allocation. Pour des gens qui bossent, non mais, déjà. Non mais il n'est pas. Est-ce que c'est la question recettes-dépenses. On voit bien aujourd'hui les départements sont en difficulté avec le RSA. J'ai pas compris Sur le financement. Oui. Sur le financement du RSA. Il y a un sujet. Il y a de plus en plus de gens qui sont au RSA. Ça coûte de plus en plus cher. Et les 40%, il reste plus de 7 ans. Donc, se poser la question du mode de financement du RSA, c'est pas forcément. Est-ce que c'est le mode de préjudice au RSA? Juste, vous savez pourquoi il y en a de plus en plus au RSA? Non mais. Juste, vous savez pourquoi? C'est parce qu'on a réduit les allocations chômage. Et c'est parce qu'on a réduit la durée d'allocation chômage. Donc vous bascule aviez plus vite, des chômeurs qui basculent automatiquement non, ce que je veux dire, dans le RSA. Et ça, c'est juste des histoires mais de comptabilité de l'État. Il faut rien s'interdire. Faire baisser la dette de l'État, on la transvase vers le RSA et donc vers les départements. Et ça, franchement, ce jeu-là de jonglage financier et à la fin qui arrive à dire ah ben non, il y a plus d'allocataires du RSA. Non, c'est juste des chômeurs qui sont en fin de droit qui basculent au RSA. Ça montre aussi peut-être que cette société ne fonctionne pas aussi bien qu'elle pourrait fonctionner. C'est-à-dire que s'il y a autant d'allocataires du RSA et s'il y en a de plus en plus, bien sûr. Ça coûte évidemment de plus en plus cher, mais et peut-être il y a un problème aussi d'offre d'emploi. Je voulais qu'on entende tout le monde. Bien sûr, et de formation. Ce que je veux dire, c'est un problème global. Alors, justement, pour enchaîner sur le fait que c'est un problème global, moi, ce que je vois, c'est qu'on a plein de Français qui se disent que le travail ne paie plus assez. Ils ont l'impression qu'il y en a d'autres qui profitent sans travailler. C'est ça qui se dit. Voilà. Je ne dis pas que c'est juste, mais je vous dis que c'est ce qui se dit. On a un souci dans ce système. Aujourd'hui, l'État gaspille énormément d'argent. Vous travaillez, vous voyez bien sur votre fiche de paie qu'il y a beaucoup d'argent qui part à l'État. Quand vous avez le droit du chômage, on vous dit qu'en fait, vous ne devriez pas rester longtemps au chômage, alors qu'en fait, c'est vous qui avez cotisé pour avoir droit au chômage. Bref, on marche complètement sur la tête, si bien qu'il y a une opposition ensuite entre les gens, y compris parmi les Français les plus modestes. Vous voyez certains qui disent, regardez, moi je gagne peu, mais je travaille, et d'autres ne travaillent pas, ils sont RSA. Donc c'est le système, c'est facile à dire, mais pour moi c'est essentiel. On a besoin de réfléchir globalement sur notre modèle social et en termes de dépenses de l'État. Et d'abord, on doit faire baisser les dépenses de l'État, et l'État doit être exemplaire pour être efficace. C'est-à-dire, il ne peut pas demander aux Français systématiquement, y compris aux Français les plus pauvres qui paient la TVA, donc tout le monde paie des impôts et des taxes, leur demander de payer systématiquement et derrière d'avoir un système qui est inefficient. Ça c'est le premier point. Et sur Vauquier, moi ce qui me dérange plus, c'est plutôt que on est toujours dans ce système aujourd'hui où on prépare la prochaine présidentielle. Il est normal, logique que les hommes et femmes politiques aient des ambitions. On a une inefficience complète de l'État qui est incapable de faire simplement, je rappelle, la première mission, vous lisez Ops, Marcel Gauchin en parle aussi, c'est la sécurité dans le pays. Il est incapable de gérer la sécurité. On a une insécurité qui explose de partout. On parlait du trafic de drogue, narcotrafic la dernière fois, il y a 2 semaines sur ce plateau. Il est incapable de faire ça, mais il va se mêler de tout. Et donc, on est là à attendre malheureusement la prochaine présidentielle pour enfin avoir un résultat. Sauf que ça fait des années qu'on attend. Et les Français n'en peuvent plus d'attendre un résultat. Dernière, Alessandra, pour terminer. Plutôt que d'annoncer comme ça, de faire des annonces fracassantes, pourquoi on ne pourrait pas imaginer qu'il y ait des formations obligatoires pendant ce temps du RSA, ou bien encore des heures données à la collectivité? C'est le cas. Ça, c'est intéressant. Que chacun puisse. De toute façon, c'est ce que disent tous ceux qui accompagnent les allocataires du RSA, qui sont au contact de ces hommes et de ces femmes. On ne va pas les appeler ces gens-là, mais ces hommes et ces femmes, et qui pour beaucoup aimeraient. Il y a un sujet qui sera, un des thèmes de la prochaine campagne présidentielle, c'est le rapport au travail. C'est-à-dire que entre le travailleur pauvre et la personne qui bénéficie des aides sociales diverses et variées, ça peut créer de l'injustice. Oui. Voilà, et ça peut avoir des conséquences politiques. Il faut que le travail paye plus, tout simplement. Ce que Samir a pointé du doigt, le problème, c'est le fantasme du maquis des aides. Et tant qu'on n'est pas transparent, tant qu'il n'y a pas une universalité de l'aide, pourquoi pas un revenu universel, mais quelque chose de clair. Les gens n'ont pas l'impression, avec des fantasmes, qu'on gagne plus des aides, on s'en sortira pas. Voilà, l'ancien RMI. Je voudrais simplement aussi, puisqu'on parle des aides, pour avoir une pensée pour les salariés d'ArcelorMittal qui vont aujourd'hui venir manifester à Paris. Je rappelle qu'ArcelorMittal a reçu plus de 300 millions d'euros d'aide
public et qu'ils vont annoncer donc la fermeture des sites, notamment du côté de Dunkerque. Petit message de Brigitte qui nous écrit: diviser pour mieux régner, on a compris leur jeu. Voilà les commentaires que vous nous laissez sur ce sujet. Allez, on s'arrête un court instant, on marque une pause et Alexandra, ce sera votre coup de gueule. Il y a eu du grabuge hier au tribunal à Bordeaux, on vous dit et on vous raconte ça. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Bonjour, c'est André Berkoff. Tous les jours, de midi à 14h, on explore non seulement l'actu, mais les coulisses, mais la mécanique de ce qu'on vous cache, de ce qu'on ne vous dit pas sur tous les sujets de société, de politique. C'est dans Berkoff, dans tous ses états. À tout à l'heure, à midi. Évidemment, vous fait beaucoup réagir et vous continuez. On est en compagnie de Samuel Lafont, Alexandra Spinard, Rémi Branco et Brice Socco. Dans un instant, on va évoquer ce grand oral d'Emmanuel Macron ce soir sur un possible annonce de référendum à choix multiples avec une seule question pour dire quoi? Est-ce qu'il va vraiment l'annoncer? On va y venir dans un instant. Mais Alexandra, vous vouliez revenir sur ce qu'on a vu hier et on est tous ahuris, cette bagarre générale au tribunal de Bordeaux. Oui, une première, un des derniers sanctuaires à l'abri de la violence vient de tomber, puisque c'est à l'intérieur d'une salle d'audience de la cour d'assises de Bordeaux qu'a éclaté une violente bagarre. On y jugeait une affaire assez terrible, puisqu'en janvier 2021, une fusillade avait eu lieu dans le quartier des Aubiers, où un jeune homme de 16 ans avait été tué alors qu'il vendait des pâtisseries pour se financer des vacances au ski. Alors, c'est assez nouveau, parce qu'on sait parfois que dans la salle des pas perdus... On parle de 2016, à ce moment-là. Absolument, oui. On sait que parfois, dans la salle des pas perdus, dans les tribunaux de France, il y a une espèce de tension qui monte à l'approche du verdict. Mais là, c'est donc le premier jour d'audience. Des jeunes sont venus s'installer au premier rang de la salle, alors que la présidente avait demandé qu'il reste vide. Ils étaient tous vêtus de noir, donc un petit peu effrayant au dire de ceux qui ont assisté à la scène. Et une bagarre générale d'une violence inouïe a éclaté au sein même de la salle d'audience, pas dans la salle des pas perdus. Non, parce absolument. que le tribunal de Bordeaux est très grand. La salle des pas perdus est immense. C'est ça le fait nouveau, c'est-à-dire qu'on est là au cœur de la justice. C'est là vraiment le palais de justice, là où se rendent les décisions de justice. En général, on se fait tout petit. Oui, ceux qui respectent la justice se font tout petits, on est d'accord. Et c'est assez terrible parce que on voit bien que la violence a gangréné tous les territoires de notre République, quoi. On n'échappe plus à la violence et alors on n'a évidemment pas les images, on en parlait à l'instant parce que il n'y a pas de caméra à l'intérieur de la salle d'audience, mais c'est assez terrifiant parce que vous imaginez, on est premier jour d'audience. Les familles des victimes, les familles du jeune homme attendent ce procès depuis des années, depuis 4 ans je crois. C'est ça, 4 ans. Et on assiste à cette scène complètement surréaliste. Voilà. Enfin, en tous les cas, il y a des institutions qui sont comme ça aujourd'hui, ébranlées par ce genre de situation. Le premier rôle de l'État, c'est de faire régner la sécurité sur son territoire national. C'est le premier rôle, qu'on soit de droite ou de gauche. C'est pour ça qu'on peut vivre ensemble, tranquillement, sans avoir peur, être embêté, d'être agressé dans la rue, insulté, etc. C'est le premier rôle de l'État, d'accord ? Vous avez vu, et on en a parlé ici, chez Sud Radio, il y a quelques semaines, des prisons qui ont été attaquées. On est monté d'un cran. Enfin, il y a des commissariats qui étaient attaqués. Maintenant, c'est des prisons et des agents pénitentiaires directement chez eux. Maintenant, au sein même d'une salle de tribunal, vous avez des personnes qui ne se sentent pas inquiétées par la justice, parce que si elles se sentent inquiétées par la justice, eh bien, elles n'oseraient pas faire ce qu'elles font. Et pour moi, c'est ça le symbole dans cette affaire. C'est que la justice... Alors, je suis d'accord avec vous, Samuel, mais est-ce que c'est pas plutôt parce que ce qui s'est passé au tribunal de Bordeaux, c'est qu'en fait, les jeunes, puisque ce jeune homme qui est décédé, c'était une victime collatérale de bande rivale, d'une rixe entre deux quartiers. Enfin, et donc, c'est pas des quartiers très éloignés, ils sont à 2 rues. Les jeunes qui sont venus déclencher la bagarre sont des jeunes qui appartiennent à la même bande, qui sont des jeunes qui sont accusés du meurtre du jeune homme. Il y a évidemment des phénomènes de bande. Ce que je veux dire, c'est qu'on dit souvent que la justice et les peines permettent de réinsérer, mais il faut punir et également dissuader. Ça, on le dit plus, la partie dissuasive de la peine, elle compte. Et elle compte comment lorsque vous commettez un méfait,
contravention, délit ou crime. Vous savez que derrière, vous allez avoir une peine qui arrive rapidement, qu'elle sera prononcée à hauteur de votre méfait. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez des viols, que les viols ne soient pas requalifiés en agression sexuelle et qu'il y ait des condamnations ridicules de 2 ans pour des femmes, pour des criminels qui ont malheureusement détruit la vie de femmes, et ça arrive malheureusement encore trop souvent. Donc si la peine est suffisante, si elle est prononcée rapidement, si derrière elle est lisible, on parlait de transparence tout à l'heure pour d'autres sujets, c'est-à-dire que vous comprenez que derrière le criminel ou le délinquant en question ne pourra pas avoir plein de remises de peine incompréhensibles qui diminuent sa peine, ou finalement qui se retrouvera avec une peine qui est dite aménagée. C'est important d'en parler ici, parce qu'on parle d'aménagement de peine, on parle de peine avec des bracelets, pardonnez-moi, mais quand on condamne quelqu'un en prison, donc derrière des murs, et quand on condamne quelqu'un à avoir un bracelet électronique, ce n'est pas la même peine. On peut discuter du choix, mais ce n'est pas du tout la même peine d'être libre de vaquer à ses activités à l'extérieur ou être en prison. Bref, tout ça pour dire que tant que la justice ne sera pas efficace, c'est une question de moyens, il y a des moyens qui ont été mis récemment dans la justice, mais tant que la justice ne sera pas efficace, parce que c'est le maillon faible aujourd'hui de la chaîne pénale, le goulot d'étranglement, eh bien des gens se permettront ces agressions qui se multiplient malheureusement sur le territoire national et qui touchent de plus en plus de personnes. Moi, je suis très sensible à ce que dit Alexandra. Je vais prendre un autre exemple qui est assez proche. C'est la montée de la violence et du rapport qu'ont les gens aux soignants. Il se trouve que j'ai un très bon ami qui est collaborateur d'une dentiste du côté de Douel, dans le Lot. Il a démarré son boulot il y a quelques semaines. Il me dit, tu n'imagines pas la violence des patients envers la dentiste. Il se trouve que par ailleurs, elle est roumaine et qu'elle exerce très bien, elle a un matériel incroyable, etc. Il faut imaginer les relations de certains patients. Quand il y a 10 minutes de retard, certains menacent de défoncer la porte. Et il me dit, mais heureusement que je suis là. Si j'étais pas là, ma dentiste, ce serait quoi son choix? Elle serait obligée de lâcher le patient qu'elle a en ce moment pour prendre celui qui menace de défoncer la porte et éventuellement davantage. Cette relation-là, vous avez vu le livre de Camille Pouponneau sur les maires, la montée de la violence vis-à-vis des maires, la montée de la violence vis-à-vis des soignants, la violence maintenant dans les tribunaux. Il y a des pompiers, absolument, interroger des pompiers. Vraiment, il faut alerter sur ça. Pas simplement, il y a le volet répressif, bien sûr. Contre les maires aussi. Contre les maires, évidemment. Contre les élus en général. Vraiment, je suis très inquiet de ça parce que si demain, on est inquiet quand on est soignant, quand on est pompier, quand on est juge, quand on est défenseur des forces de l'ordre. Enseignant, bien sûr. Là vraiment, la société les arbitres dans le football. Non, mais on a un vrai souci de décivilisation, il faut le dire clairement. C'est-à-dire que normalement. Est-ce que c'est une décivilisation ou tout simplement à un moment donné il y a des abrutis, pardonnez-moi de parler comme ça, qui ont oublié, mais qui sont de plus en plus nombreux quand même. Il me semble quand même que ce qu'on souhaite, c'est pouvoir vivre en paix avec des opinions différentes, c'est pas le sujet, mais en paix dans un pays. Et d'ailleurs, c'est le processus démocratique qui veut ça, c'est qu'on règle les conflits via des élections et avec des personnes qui nous représentent. On a un système de gouvernement représentatif qui discute pour trouver des solutions et des consensus et des compromis. Est-ce que c'est pas aussi une difficulté qu'on met sur la justice, c'est-à-dire que la seule solution, c'est éventuellement de sanctionner, etc. Mais le délai est tellement long que pour faire comprendre, je veux dire, le procès là qui s'ouvre à Bordeaux, les faits remontent à plus de 4 ans, 5 ans. Il est vrai que les moyens pendant des années n'ont pas suivi parce que d'un côté, il était vu et dit qu'il y avait une montée d'insécurité, mais si on regarde la chaîne pénale, c'est-à-dire l'arrestation, la partie police, la partie justice et la partie prison, il faut bien comprendre à quel endroit où il y avait besoin de moyens. Et effectivement, par rapport à la montée de l'insécurité, si temporairement on doit dépenser beaucoup dans la justice, il faut le faire. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait moins d'insécurité demain, qu'il y ait moins de dépenses parce qu'on aura moins d'insécurité, mais on a trop d'insécurité. Juste une dernière chose. Je suis certaine que si les faits remontaient à 1 an, la violence aurait été la même. Franchement, je pense que effectivement, il y aurait beaucoup à dire sur la lenteur de la justice. Je suis pleinement d'accord avec cela, mais la singularité de ce qui vient de se passer à Bordeaux, c'est qu'il n'y a plus aucune limite à ce déchaînement de violence. Et je précise que des policiers ont été blessés. C'était pas une petite bagarre, c'était d'une violence inouïe. Ils étaient avec des gants crantés, enfin coquets, voilà, pardon. On était vraiment dans quelque chose de très violent. Et ce qui semble, alors je mets des guillemets, mais il semble que les auteurs de ces violences aient été encouragés par les familles des accusés. Voilà. Alors, donc là, je vous propose, puisqu'on a un peu de temps et après jusqu'à midi, est-ce que dans les sujets qu'on voulait traiter, il y avait et qu'on parle de la violence de la jeunesse, là notamment, puisque c'est ce qui s'est passé du côté de Bordeaux, la France qui veut accélérer désormais son idée de mobiliser les partenaires sociaux d'ici 3 mois pour un accord européen contraignant les réseaux sociaux et les interdire au moins de
15 ans. Est-ce que c'est un outil qui vous semble aujourd'hui, et est-ce que Emmanuel Macron pourrait en parler ce soir? Tiens, ça serait une vraie question également, et à tiroir. Mais est-ce que, par exemple, sur cette difficulté que l'on a face à une jeunesse qui perd parfois ses repères, ou qui est de plus en plus violente, ou qui s'interroge sur l'avenir, ou qui est embrigadée très tôt, est-ce que cette question-là, aujourd'hui, doit faire l'objet d'un vrai débat de fond de nos sociétés? Et je parle de l'Europe, parce qu'on va s'intéresser déjà à nous. On peut débattre de tout, évidemment, tant mieux, faisons-le. En revanche, je trouve que là, les réseaux sociaux ont bon dos, comme pendant des années les jeux vidéo avaient bon dos. On accusait, c'était la faute des jeux vidéo. S'il y avait des adolescents violents, c'était la faute des jeux vidéo. On rappelle toujours la même chose. Regardez en Corée, regardez au Japon. Il me semble, Corée, les premiers pays en termes de gaming dans le monde, avec des compétitions, et c'est parmi les premières compétitions du monde. Il y a très peu d'insécurité en Corée. Au Japon, n'en parlons même pas. Tout le monde sait qu'il y a quasiment pas d'insécurité au Japon. Donc c'est complètement stupide d'accuser les jeux vidéo Vous pouvez ne pas aimer les jeux vidéo, mais c'était complètement stupide de les accuser de violence. Et maintenant, c'est les réseaux sociaux. Ce que je veux dire, c'est que c'est encore une tentative liberticide, là. L'Australie l'a fait. Hein. Alors, oui, mais l'Australie peut faire ce qu'elle veut, mais pourquoi l'État, qui est un cas, je le rappelle, dont la première mission est quand même d'assurer la sécurité des citoyens pour qu'ils puissent vivre tranquillement en liberté, voudrait aujourd'hui imposer via la loi, parce que c'est ça, voudrait imposer une interdiction au moins de 15 ans. Je veux dire, une responsabilité des parents, une responsabilité éducative. Vous allez me dire, oui, mais les adolescents sont libres, ils peuvent quand même se connecter, etc. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de sujet là-dessus, et qu'évidemment, quand vous avez accès tout de suite à Instagram, à TikTok, facilement, vous pouvez détourner les moyens parentaux, et qu'il y a un sujet de société. Mais là, on a encore l'État qui veut interdire. Rémi. On a un problème de relation générale aux écrans. J'étais hier soir à Châteauroux dans un débat socialiste. Et on débattait entre les membres de différents textes d'orientation. Je parlais, puis à un moment donné, je regarde mes deux voisins. Alors c'est des copains, Philippe Brun, Laurent Baumel, ils étaient tous les deux sur le portable. On est dans un débat. C'est pas bien de les dénoncer. Devant des militants. Mais non, mais je le dis parce que c'est des copains. Et ça peut m'arriver peut-être de faire pareil. Mais je veux dire, voilà, cette dépendance aux écrans, le fait de, quand quelqu'un d'autre parle, de devoir absolument être le nez sur son portable, envoyer un message, etc., de plus avoir d'attention. Moi, je me mets à la place des enfants. Si on leur interdit demain les écrans, ils vont voir dans le même temps leurs parents les utiliser. Vous imaginez l'exemple que ça donne? Et donc forcément, ils attendront qu'une chose, c'est de pouvoir avoir le droit de les utiliser comme des parents. Donc l'interdit va produire une frustration. Et donc c'est d'abord les parents qui doivent donner l'exemple. Et il y a franchement un rapport aux écrans qui doit, en termes de prévention, se faire à l'échelon global. Viser les enfants, si les parents font l'inverse, ça ne marchera jamais. Alors, c'est pas tout à fait... Ce dont il s'agit là, c'est que des jeunes, les jeunes de moins de 15 ans n'aient pas accès à tous les réseaux sociaux, style Snapchat, Samuel, tu dois être plus au courant que moi, sur TikTok, etc. On n'est pas en Chine. Donc, pardon, mais j'ai l'impression d'entrer en Russie soviétique parfois. Non, mais c'est juste que comment gérer cette interdiction ? Je veux dire, on sait très bien que tous les gamins, je crois que déjà, Instagram est interdit aux moins de 18 ans en théorie, enfin pas Instagram, mais en tout cas Snapchat. Bon, que font les enfants? Ils mettent une fausse date de naissance, ou bien ils le font sur le portable de leurs parents. Tout ça sont des annonces qui ne veulent rien dire. Moi, je suis favorable au fait qu'il n'y ait pas de téléphone portable dans les écoles. Ça, moi, ça fait très longtemps que je défends cela. Je pense que on connaît le danger pour les on a commencé à remettre l'interdiction des élèves, visiblement, et sur le développement cognitif. Donc ça, oui, mais tout ça, c'est encore des annonces qui ne veulent rien dire, parce que comment effectivement on va appliquer cette interdiction? Et on se rappelle que pendant des années, on a multiplié les écrans dans les écoles. Avec des tablettes, distribution de tablettes et compagnie, partout. C'est pas les mêmes. Voilà. Alors c'est pas les mêmes choses, mais tout de même, on est dans une logique maintenant contre l'écran, alors que l'État a participé à ça. Il y a une différence effectivement entre le sujet de l'école publique, le collège, le lycée, et puis dans les familles, parce que c'est quoi? Vous parlez du comment, mais c'est ça. Mais comment est-ce qu'ils imaginent pouvoir faire interdire ça? Et tu as raison. Il faut aussi la vertu d'exemplarité. Est-ce que la question c'est faut-il interdire ou faut-il de manière plus générale, alors contrôler c'est une chose, mais prévenir, éduquer, faire comprendre ce qu'on expliquait dans la première partie de l'émission, toute cette fabrique de fake, de comptes qui sont dangereux et dans lesquels tombent addictifs. Il y a des jeunes, ils passent 10 heures par jour à scroller leur compte Instagram et TikTok. Deux réflexions. La première, c'est paradoxal d'interdire les écrans à des adolescents alors qu'on prône... Bien devant votre micro, Brice. Alors qu'on prône en France, en Europe et aux États-Unis et en Asie le développement de l'IA. Alors expliquez-moi pourquoi on développe d'un côté le développement de l'IA et ses conséquences sur le comportement humain et qu'on interdirait les écrans à des adolescents. Bon, ça c'est une première réflexion.
Deuxième réflexion, c'est que ça n'a pas de sens. Le sujet, il est sociétal. Le sujet, il est... La première des préoccupations des Français aujourd'hui, quand vous faites des sondages, c'est le système éducatif et c'est de l'éducation. Voilà. Ce que vous dites est juste. C'est que il faut qu'on repense la manière dont on éduque et la manière dont on enseigne. Ça, c'est un vrai sujet. Le rapport à l'autre, le rapport à l'autorité, le rapport à la spiritualité. C'est un sujet qui est beaucoup plus global que prendre par le petit doigt de la lorgnette, l'œil de la lorgnette, pardon. Voilà, un sujet qui est un sujet de société, qui est beaucoup plus vaste que ce qu'on pourrait le penser. Voilà, c'est pas en interdisant les écrans qu'on va changer le comportement des jeunes. Ce n'est pas vrai. Rapidement, on me fait signe, Rémi. Pas suffisant. Voilà, donc peut-être contrôler aussi le contenu de c'est ce que nous disent plusieurs personnes sur les réseaux sociaux. Snapchat, TikTok. Contrôler. Moi, j'ai vu des horreurs. Juste pour vous signaler que donc démarre aujourd'hui les 10 jours sans écran, donc du 13 au 22 mai. Des centaines d'élèves de crèches, d'écoles, et collèges et lycées sont invités à laisser au placard les smartphones, tablettes et consoles, mais absolument toute la journée. Donc c'est un vrai défi et c'est pour sensibiliser l'usage raisonné des écrans. Allez, dans un instant, on va revenir sur le rendez-vous d'Emmanuel Macron ce soir avec les Français. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Je vous félicite pour vos émissions. C'est toujours un plaisir. Je déguste votre émission. Sud Radio, parlons Bricoman.fr. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Allez, toujours en compagnie de Brice Ocol, politologue, Rémi Branco, vice-président du département du Lot, Alexandra Spiner, enseignante déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France, Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête. On en vient donc à ce rendez-vous que Emmanuel Macron a ce soir avec les Français. C'est ainsi que c'est présenté par TF1 avec cette grande interview pour peut-être annoncer un référendum ou question simple, ou à choix multiple. Le retour aux affaires de... Alors, je vois Alexandra qui lève les yeux au ciel. Samuel aussi. Vous allez être devant votre télévision, Samuel, ce soir? Macron fait son show. On va voir combien de Français suivent. Ça vous intéresse pas, parce que c'est la question de savoir s'il va faire un référendum. Ce qui m'intéresse, c'est pas de voir Macron faire son spectacle, c'est ce qui va en sortir. Et je pense que je pourrais savoir ce qui va en sortir en quelques lignes et pas en écoutant pendant je sais pas combien d'heures il a prévu d'être en antenne. Mais j'ai l'impression qu'il essaie de se relancer. Moi, ce qu'attendent les Français très concrètement, il me semble, j'aimerais me faire le porte-voix des Français tel que je le conçois aujourd'hui. Ils veulent des actes, des résultats. Ils se sont rendus compte que Emmanuel Macron les a largement méprisés après la crise des Gilets jaunes, avec le grand débat national qui était pipoté du début jusqu'à la fin. Tout le monde l'a vu en fait. Tout le monde l'a vu que c'était faux cette histoire. J'ai l'impression que les Français ne se sentent pas écoutés. Le dernier référendum, puisqu'il est question de référendum, on rappelle, c'était en 2005, donc il y a 20 ans, que le résultat qui a suivi, c'est pas ce qu'avaient dit les Français. Donc, alors qu'à l'origine, quand la Constitution de la Ve République a été écrite, eh bien, le référendum, ça pouvait être un outil pour parler directement au peuple régulièrement. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de référendums au début de la Ve République et qu'ensuite, il y en a eu beaucoup moins. Il y en a eu 10 au début et le reste se sont étalés. 10 en tout. Donc, on peut, juste pour terminer là-dessus, ce qu'il faut bien voir, c'est que le référendum, malheureusement, c'est bien parce que les Français peuvent s'exprimer sur plein de sujets, sur l'immigration, sur la sécurité. Mais il faut aussi qu'on ait des élus qui agissent au quotidien, que le gouvernement agisse sur les priorités des Français, parce que on peut pas tout attendre du référendum quand le référendum c'est un outil qui est choisi par c'est possible par les parlementaires, mais essentiellement par le président. C'est pas un outil miracle. Il faut que systématiquement nos élus agissent sur les priorités des Français. Donc, on parlait tout à l'heure, du système éducatif, l'insécurité, le pouvoir d'achat. Ouais, c'est un nouveau. Pardon. Rémi, je voudrais parce qu'on n'a pas entendu. Il faut qu'Emmanuel Macron acte le fait que son second quinquennat est un quinquennat raté et qu'il est en cohabitation. Pas en cohabitation avec la gauche, avec la droite, il est en cohabitation avec le Parlement. Emmanuel Macron, quand il s'occupe de l'Ukraine en ce moment, moi je l'encourage à continuer. Et il doit se placer à ce niveau-là. Revenir sur la scène nationale pour essayer à tout prix de montrer qu'il lui reste encore un peu de pouvoir dans la politique interne, je trouve ça vain et franchement un peu pathétique. Qu'il laisse son gouvernement, qu'il laisse le Parlement décider de oui ou non, est-ce qu'on change de mode de scrutin, est-ce que oui ou non on légifère sur la fin de vie, est-ce que oui ou non on fait une réforme des collectivités territoriales s'il a envie de le faire, mais que lui se concentre, comme tous les présidents qui ont été en période de cohabitation, sur l'international, sur la guerre en Ukraine, sur Gaza et ce qui s'y passe et qui est autrement plus dangereux que les
2-3 réformes qu'il annoncerait par référendum. Alors, parce qu'il y a un contexte, dit un proche international, très tendu, ce que vous disiez, Rémi, il y a une nécessité, dit un proche du chef de l'État, d'être agile, allant au niveau national, pointant la capacité d'impulsion du président au-delà de son domaine réservé de la politique étrangère. S'il faut rendre la parole aux Français, eh ben, ils doivent s'exprimer sur des sujets qui bloquent notre pays. Voilà, il faut arrêter. Comme quoi, par exemple? Il y a beaucoup de sujets. Il y a l'immigration est un sujet qui préoccupe les Français. Pourquoi on trancherait pas ce sujet par un référendum? Mais c'est pas oui ou non l'immigration, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Non, mais on peut pas toujours dire que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Voyez, la peine de mort, oui, c'est oui ou non. Mais l'immigration, c'est pas oui ou non. Pour ou contre l'immigration? Non, pas pour ou contre. Vous savez qu'on peut voter sur un texte. Hein. Non, mais on peut voter sur un texte sur le référendum. On peut avoir un texte qui est proposé. Et ce que je voulais dire, pour préciser, parce qu'on vote pas par rapport à celui qui pose la question, c'est le cas de Jacques Chirac, c'est le dernier qui a fait un référendum. Pour préciser ma pensée, c'est très bien que les Français puissent s'exprimer via le référendum. Malheureusement, il y en a eu peu, mais il y en a eu peu récemment. Malheureusement, on ne peut pas tout compter absolument là-dessus, puisque c'est dépendant du bon vouloir du pouvoir. Et on ne peut pas attendre que le président fasse ça. Il faut juste que nos élus, que le gouvernement, que l'Assemblée soit plus représentative. On en a parlé maintes fois ici avec une Assemblée qui est vraiment pas représentative. Il faut qu'on puisse enfin pouvoir mettre dehors des parlementaires si on estime qu'ils ne font pas le travail. Donc avec un mode de scrutin qui est plus légitime. On connaît les sujets qui préoccupent les Français, la sécurité, le pouvoir d'achat. C'est ça qui est important pour les Français. On va les interroger sur des sujets qui finalement vont pas les intéresser. Alors la question du référendum n'était pas tranchée visiblement, ce que disaient les proches. Non, c'est pas tranché encore, mais en fait. Il nous a mis avec la dissolution dans une situation compliquée. Il s'est mis dans une situation compliquée. Ah oui, d'abord. Lui et la France. Et la France. Il fait le constat aujourd'hui, mais que l'on fait tous, que le Parlement est bloqué. Donc la représentation parlementaire est bloquée. Le gouvernement est affaibli. Et le président veut de nouveau essayer de renouer le lien avec les Français. Alors, une des hypothèses aujourd'hui évoquées, c'est le référendum. Mais encore une fois, le référendum, c'est l'article 11. Si on est sur un référendum QCM, ça me semble peu compatible avec l'article 11 de la Constitution. Oui. Si ce n'était pas un référendum, ce serait une grande consultation. Mais une consultation qui engage qui? Personne. Ni le Parlement, ni le gouvernement, et qui n'engage pas la responsabilité du président de la République. Donc, je peux comprendre qu'il ait envie, lui, intuitu personnel, de retisser le lien avec les Français, mais comment et sur quelle base, je ne le sais pas. En tout cas, ça engage qui? Parce que, en fait, qui pose la question? Ce sera le président de la République. Absolument. Qui est aujourd'hui rejeté par une majorité de Français. Et on sait qu'ils se sont parmi de cette dissolution. Donc, finalement, à quoi va servir peut-être ce référendum, cette convention? On ne sait pas très bien. Et sur quel thème? Est-ce que ce sont des thèmes qui peuvent paraître importants pour une majorité de Français, ou est-ce que ce sont des thèmes mineurs? Voilà. Et je tiens d'ailleurs à souligner lorsque le général de Gaulle avait engagé son référendum sur la décentralisation, sur la régionalisation, il avait engagé aussi sa responsabilité, donc sa démission derrière. Est-ce que ça va être le cas ce soir? Je ne sais pas. Est-ce que si Emmanuel Macron fait un référendum est-ce qu'il va partir? Je veux dire, ce qui m'embête, c'est que parfois on a l'impression que un nombre de politiques sont déconnectés. Les Français comprennent très bien ce qui se passe dans le pays. Ils disent systématiquement dans les élections, dans les sondages, ce qu'ils attendent comme résultat. Résultat, c'est pas un gros mot en politique, les résultats. Vous êtes élu, vous êtes désigné, vous devez avoir des résultats pour la France, pour les Français. Et là, on a l'impression que si on repose la question, encore une fois, c'est bien que les Français puissent s'exprimer directement via le référendum, mais on sait ce qu'il faut faire. Qu'attendez-vous pour le faire? Arrêtez d'attendre. Allez, on arrive au terme de cette émission et je vous remercie infiniment Brice Sokol, Rémi Branco, Alexandra Aspiner, Samuel Lafont. On n'a pas pu parler des SUV, sans doute qu'on mettra ça. On a parlé un peu de la ZFE tout à l'heure, ça c'est évident. Et puis demain aussi, il y a un autre événement que l'on suivra et dont on parlera certainement. C'est donc l'audition du Premier ministre devant la commission d'enquête parlementaire suite à l'affaire Betaram. Donc François Bayrou qui est attendu dans la journée demain pour s'expliquer sur cette affaire. Merci à tous les quatre. Très belle journée. Merci à tous. André Berkoff qui reçoit le journaliste Clément Veil-Rénal dans un instant. Bonne journée. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.